L'avenir de l'emploi technique dans le spectacle vivant et l'événementiel, c'est un sacré sujet qui est un sujet qu'on va traiter en réaction. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que le monde de l'emploi traverse une crise. Depuis la crise Covid, on lui donne des petits noms, on parle de big quit, plus récemment on parle de quiet quitting, et pendant un temps on a sans doute cru que le monde du spectacle et de l'événementiel allait y échapper. A priori, pas vraiment, mais on va en parler surtout avec nos invités. Une difficulté qui s'est sans doute imposée depuis assez récemment, et ça y est, dans notre secteur également, on va parler d'une crise d'attractivité. On va essayer de la caractériser. On va commencer par là, pour parler de l'emploi, on va parler de cette crise d'attractivité, comment on peut lui donner un visage. Et puis on va aller très vite, je crois, du côté des solutions qui nous sont proposées ici. Notamment au regard des enjeux qui sont les nôtres, puisque dans quelques mois, nous y serons, et ce sera déjà Paris 2024. Donc la première question, elle est pour Philippe et Stanislas. Et j'ai envie de vous demander à la fois, avec votre regard de directeur et de DRH, mais également avec votre regard de président de l'UDFM et de président de la CPNFSV, cette crise de l'attractivité, on la caractérise comment? On la vit comment sur le terrain? Philippe. Je commence. Oui. Bonjour à tous. À l'UDFM qui s'est constitué au départ du Covid, parce qu'on avait besoin de se grouper et de se parler dans la profession. Le Covid étant passé, on s'est aperçu que la problématique numéro 1 de nos métiers était l'absence ou la difficulté de recrutement sur des métiers techniques, mais pas seulement techniques, et que l'ensemble de nos adhérents étaient confrontés à la même problématique, c'est-à-dire qu'on a un développement qui s'est accentué après le Covid. Le marché est très, très dynamique. Et l'ensemble de nos adhérents ne trouvent pas de personnel qualifié pour répondre à cette demande. Donc en fait, on est comme maintenant tous sur un goulot d'étranglement. Nos salariés sont à la limite de la saturation et on n'arrive pas à trouver des compétences. C'est plutôt un problème de masse, en quantité ou en qualité? C'est des compétences qui manquent? C'est des bras? Non, c'est de la compétence. C'est de la compétence. Alors après, chacun dans sa société aura des problématiques différentes, mais ça va de l'acheteur au logisticien, en passant par l'électronicien, en passant par un programmeur, du développement. On peut balayer à 360 degrés. Et dans tous les domaines, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile de trouver les compétences. En préparation de cette table ronde, vous m'avez dit qu'en sortie de Covid, le métier avançait en serrant les dents. On y est toujours? Alors, on serre les dents pour différentes raisons, mais entre autres, je passerai sous silence la problématique des composants et des délais de livraison. Mais ça, tout le monde est impacté. Mais surtout, parce qu'on a été surpris par le retour de flamme après le Covid de la demande, et notamment vis-à-vis des prestataires de services. Et notre crainte, c'est de ne pas pouvoir donner le service qu'ils attendent parce qu'on est débordé. Et on est débordé uniquement parce qu'on ne trouve pas les compétences requises. Stanislas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour compléter un peu les propos de Philippe, le constat, il est simple. On peut considérer qu'on a à peu près perdu 15% de personnel technique qui sont allés soit vers le monde de la télévision, soit vers le monde du cinéma, qui ont changé de métier, qui ont changé de bassin d'emploi aussi, parce qu'il y en a qui sont partis en région. Ce trou de 15 qui manque aujourd'hui, ça a été amplifié par l'augmentation des prestations et des besoins. Donc en fait, on a un trou qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a perdu. Donc on n'a pas une marche à monter, mais on a deux marches à monter.
Je pense aussi, c'est qu'on a été un peu des enfants gâtés, où on avait juste à envoyer, je dirais, des offres d'emploi et ça tombait tout seul. Donc cette époque-là, c'est révolu. Donc maintenant, il faut faire un peu plus d'efforts. Il faut être un peu plus séduisant. Je vais vous donner un exemple sur les apprentis. Avant, c'était l'employeur qui choisissait ses apprentis. Aujourd'hui, c'est l'apprenti qui choisit son entreprise. Voilà. Donc là, le marché du travail s'est inversé. Donc je pense qu'il faut prendre en compte cette notion-là et être un peu plus dans la séduction du manière générale. Et les 30 glorieuses en termes d'employeurs, c'est terminé. Donc il faut faire un peu marche arrière et prendre en compte cette dynamique et puis oublier de chercher le mouton à 5 pattes, il n'existe pas. Donc vous pouvez le chercher, vous n'allez pas le trouver. Donc c'est clair qu'il va falloir aller chercher des gens, mettons, dans d'autres secteurs d'activité. Il va falloir aller chercher des gens qui n'ont pas toutes les compétences requises. Et puis compléter les cases qui manquent en termes de compétences pour arriver à la compétence souhaitée. Alors, il y a Thierry qui nous en parlera mieux que moi, mais il y a plein de solutions qui existent là-dessus. Donc, on manque de deux choses. On manque de compétences, c'est clair, mais aussi on manque de volume. Ça veut dire qu'on a besoin des gens qui sont en place, de les faire monter en compétences, qui prennent la place des gens qui sont plus ou moins partis. Puis on a besoin de faire entrer des nouvelles têtes, on a besoin de faire entrer des nouveaux talents pour que ça puisse répondre à la volumétrie qui nous attend avec, entre autres, la Coupe du Monde du rugby, avec les JO qui vont être un aspirateur de moyens techniques, humains importants. Et aujourd'hui, on a des gens à servir. Il est hors de question de faire un choix, dire c'est les JO, les autres, on s'en fout, même si peut-être Darmanin va le faire pour nous, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Mais il n'est pas question, entre guillemets, que les gens qui nous font vivre tous les jours, qu'on les abandonne parce qu'il y a les JO. Donc on va travailler dans ce sens-là, de travailler sur les deux axes. En préparation de la table ronde, vous me disiez qu'on a déjà perdu en France des savoir-faire qu'on ne sait plus trouver. Oui, parce que si on regarde un petit peu en arrière, je prends l'exemple des métiers de la décoration, on a voulu les externaliser pour des questions économiques, on les a perdus. Il y a beaucoup moins de boîtes de décor en France et c'est aussi un des grands risques. C'est que si demain, on va dire, on perd ses savoir-faire parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on ne s'en occupe pas tout simplement, eh bien, on va dire que ce sont des entreprises étrangères qui viendront occuper ce savoir-faire et ce savoir-faire sera perdu. Je pense que la France, en termes de métiers techniques et des entreprises un petit peu leaders, il y a grosso modo, on va dire, il y a 4 entreprises leaders au monde dans la prestation technique. Il y en a 3 2 aux États-Unis, une au Canada et une en France. Voilà. Ces 4-là sont les 4. Voilà. En France, on a une entreprise qui est leader européenne et qui est la 4e mondiale. Voilà, on ne le sait pas, comme Christian est le premier fabricant au monde d'enceintes, ce genre de choses. Donc on ne le sait pas. Donc ces savoir-faire, ils sont importants, il faut les entretenir, il faut s'en occuper. Et si on ne s'en occupe pas, la place est libre, le monde a horreur du vide, quelqu'un prendra la place. Alors la transition est toute trouvée pour savoir comment justement on vit cette période-là, cette crise dans le domaine de la formation. Sébastien Biteau, vous êtes donc directeur de Staff. Vous pouvez présenter Staff peut-être en quelques minutes et puis... Oui, peut-être en quelques mots. C'est une structure associative qui existe depuis 1986 sous le nom de Staff. Nous avons formé depuis cette époque-là des agents techniques et des techniciens, surtout depuis cette période-là, sur un programme un peu particulier, puisque nous, on a la chance en région d'avoir une région, la région Pays de la Loire, qui accompagne la formation sur ces métiers-là, c'est-à-dire que c'est la gratuité pour les apprenants sur le parcours qui les amène aujourd'hui à un niveau bac et un niveau BTS. Et l'arrivée de l'apprentissage est assez nouveau pour nous puisque c'est arrivé en même temps que la réforme de 2018 qui autorisait les OF à rentrer sur le circuit de l'apprentissage, ce qui n'était pas vrai avant puisque c'était rattaché aux régions avec un financement région. Donc le nombre de centres d'apprentissage en France dans nos métiers jusqu'en 2018 était somme toute assez limité puisque je crois que à part l'Île-de-France et puis la région PACA, c'était les 2 seules régions où vous pouviez accéder à l'apprentissage.
Ce qui peut-être commence à donner un indice sur les problématiques qu'on a aujourd'hui, puisque la formation initiale était absente d'une grande majorité du territoire depuis déjà très très longtemps. Ce qui implique aussi qu'en plus de la demande particulière que nous avons en ce moment, nous avons un maillage de formation dans nos métiers qui est absent en fait. C'est pas réellement construit, ça s'est construit un petit peu de façon empirique. Et tout l'initial, toutes les personnes aujourd'hui qui pourraient rentrer dans notre métier, pour en avoir échangé à plusieurs reprises aussi sur des salons, en fait on est totalement méconnus. C'est-à-dire que les étudiants, les professeurs, toutes les personnes qui pourraient être orientées dans notre métier aujourd'hui, en fait, nous échappent aussi parce que on ne sait pas situer les métiers du spectacle, les métiers techniques, c'est-à-dire comment on y rentre, par quoi on y rentre, c'est quoi les niveaux, comment c'est financé, c'est quoi le après, c'est quoi le poste, et tout ça en fait c'est totalement absent de l'écosystème des métiers du spectacle aujourd'hui. Et ça pose un vrai problème puisque aujourd'hui, au-delà de la quantité dont on a besoin là maintenant, il y a aussi qu'est-ce qui se passe dans 5 ans puisque il y a d'autres enjeux qui sont en train d'arriver. Et depuis quelques mois, c'est plus dur qu'avant pour ouvrir des sessions de formation ? Alors, on souffre du même problème que les prestataires, c'est-à-dire que la disparition d'un certain nombre de publics, on le vit nous aussi. C'est assez général dans la formation, d'ailleurs, tout métier confondu. Stan parlait d'enfants gâtés, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, aujourd'hui, toutes les formations sont en net recul, surtout les formations techniques. On a beaucoup de problèmes à remplir les sessions, en fait. Alors, encore une fois, je pense que c'est pas lié à l'attractivité, je pense que c'est lié à la méconnaissance. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est quelqu'un qui prend une formation, son sens premier, c'est de travailler. Et entre, je m'inscris à une formation, j'ai du boulot, je me désinscris à la formation et je vais bosser. Donc ça, c'est un gène. En plus, ça tue le modèle économique parce qu'il y a un équilibre qui doit se faire entre le coût de la formation et le nombre de participants et stagiaires. Donc ça ne facilite pas, on va dire, la bonne santé économique, on va dire, des OF. Et puis il y a un problème, c'est qu'en fait, on mélange deux formes de formation, en France en tout cas. C'est la formation continue et la formation initiale, en tout cas dans notre métier. Et la vraie question, c'est comment on fait. Est-ce qu'on va chercher des compétences d'un électricien, on le met derrière une console, on le forme et on considère que c'est un technicien du spectacle, ou alors on part du principe où cette formation est beaucoup plus longue et que ça va aussi avec toute l'appréhension de ce que c'est que le spectacle vivant, l'événementiel, comment ça fonctionne, comment ça... On tord un petit peu aussi aujourd'hui la réalité puisque on nous demande d'avoir beaucoup de personnel rapidement, donc on fait des formations rapidement sur des petits volumes et sur des gens qui n'ont pas l'entièreté de la connaissance des métiers du spectacle. Thierry Teboul, vous partagez le même constat ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi je partage le même constat et en même temps je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire que même si c'est pas facile à entendre pour tous ceux qui en dépendent économiquement, mais tout ce qu'on vient de se dire là, c'est qu'il est urgent de bâtir une stratégie pour le secteur que d'autres sont en train de construire et il est important d'essayer de construire une espèce de nouvelle marque employeur pour ce secteur parce que si on ne le fait pas, Stan le disait, on était dans une espèce de spontanéisme où les gens venaient, on les prenait pas, il y avait du travail, il n'y en avait pas. Moi, aujourd'hui, je pense que si vous ne reprenez pas la main, les employeurs, sur le sujet, vous risquez d'avoir des très très gros soucis dans le marché du travail tel que désormais il fonctionne. Alors, tel qu'il fonctionne quantitativement, c'est-à-dire qu'il y a une pression sur l'emploi, il y a moins de gens disponibles, mais aussi qualitativement, c'est qu'il y a aujourd'hui une demande des jeunes qui rentrent dans le métier, une demande des salariés qui sont déjà dans le métier qui est en train de changer, d'évoluer, qui est en train d'évoluer notamment vers des notions d'équilibre, des notions de qualité du travail, pas seulement... Moi, vous savez, je trouve que dans ce pays, on s'est perdu quand on a commencé à faire de la gestion prévisionnelle des emplois. En fait, on s'est mis à faire du quantitatif, c'est-à-dire, voilà. Or, pour moi, occuper un emploi, c'est pas faire un travail. Et en fait, on a
promu des emplois, mais on n'a pas promu le travail et la qualité du travail qui était derrière. Et pour moi, un des grands enjeux demain, c'est de construire une stratégie. J'entends plusieurs stratégies là, par exemple. Quand on construit une stratégie, par exemple, on commence par segmenter son marché. Il y a 3 marchés. Il y a ceux qui sont de potentiels entrants, et là on parle de formation initiale. Il y a ceux qui sont en poste et à qui il faut renouveler une forme de promesse employeur, parce que si on la renouvelle pas, à mon avis, on va passer à côté de la vraie raison pour laquelle on n'est plus attractif. Et puis, il y a ceux qui potentiellement sont dans d'autres secteurs et qui demain pourraient venir. Si on se contente de dire « il y a du boulot chez nous », je peux faire une petite incise, une anecdote. Je participe à des travaux en ce moment sur les Jeux Olympiques sur les questions de la sécurité. C'est pas ma branche, donc je regarde ça avec beaucoup de regard extérieur. Et donc, la grande question, c'est comment on fait pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques à Paris. Bon, vous avez compris qu'il y avait un petit problème. C'est qu'on n'a pas assez de monde. Si j'ai tout bien compris ce qu'on m'a expliqué, il faudrait que tous les gens qui bossent dans la sécurité en France, soient pendant les Jeux au même endroit pour assurer la sécurité des Jeux. Évidemment, ça pose question. Alors, on se met à quelques têtes pensantes très bien payées, à 50 autour d'une table, pour se dire alors comment on fait pour attirer des gens ? On va faire une campagne de publicité. Et alors on dit, on va prendre les gens qui... Alors après, on raisonne par des systèmes complètement caricaturaux. On dit, Monsieur Teboul, vous êtes là parce que vous vous occupez de la culture et du sport. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer à tous les gens qui font des sports de combat un mailing pour leur dire qu'il faut qu'ils viennent bosser dans la sécurité. Je leur dis, mais d'abord, 90% des licenciés dans ce monde-là sont des mineurs. Merde, du coup, ça marche pas. Et 2, on a préparé un petit flyer, dites-nous ce que vous en pensez. Le flyer disait, vous avez envie de bosser dans la sécurité, rejoignez-nous. Mais je leur dis, mais ils n'ont pas envie, puisque de toute façon, ils viennent pas déjà. Donc, et vous voyez, tous ces raccourcis qu'on utilise en ce moment sont aussi le produit d'une absence de réflexion stratégique de la profession sur qu'est-ce qu'elle a à vendre. Moi, je leur ai dit, commencez à leur dire, vous avez envie de participer à la fête de Paris 2024, venez bosser chez nous, vous le regarderez du point de vue de la sécurité. Déjà, voilà. Vous avez des emplois fractionnés, morcelés, venez compléter votre rémunération en bossant dans la sécurité, etc., etc. Qu'est-ce que c'est, dans le champ des prestataires, ce que je viens de dire ? C'est reformuler une promesse autour de la qualité de l'emploi, mais attention, ça veut dire que si on fait une nouvelle, mot que j'utilise souvent, une nouvelle grammaire du recrutement, c'est-à-dire qu'on va recruter différemment les gens, il va falloir aussi qu'elle s'accompagne d'une nouvelle grammaire du management. C'est-à-dire que dans nos métiers, et je le vois bien dans les métiers, tout à l'heure vous disiez on va commencer à l'heure, dans nos métiers où l'urgence est le principe de guidance absolue, parfois en management, la fin tend à justifier les moyens. Et je trouve que là, il va falloir qu'on y mette un peu plus de qualité managériale dans ce qu'on fait. Moi, à mon sens, ça ne va pas suffire de se dire il faut qu'on aille chercher d'autres gens, il faut qu'on transforme des électriciens, etc. Il faut qu'on fabrique une nouvelle promesse dans ces champs. Il faudra objectiver tout ça, il faudra dire... et puis il faudra surtout que les promesses qui soient faites soient tenues, parce que si elles n'engagent que ceux qui y croient, on ne va pas y arriver. Mais néanmoins, il y a un petit sujet à communiquer à l'extérieur sur la qualité des emplois qui sont les vôtres. Il faut peut-être faire un petit travail peut-être prospectif sur c'est quoi les bénéfices personnels de travailler dans ce champ-là, c'est quoi vivre en communauté sur un événement, c'est quoi. Tout ça n'est pas promu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous en êtes au stade où on est un peu la sécurité, de dire vous avez envie de bosser dans la sécurité, mais personne n'a envie de bosser dans la sécurité dans notre pays. Mais c'est un peu... Bon, j'ai pu avoir des passes d'armes avec l'ancienne ministre du Travail. Comme elle est Premier ministre, je vais pas continuer. Mais néanmoins, c'est vrai que quand elle a dit à l'hôtellerie-restauration que peut-être que s'ils n'étaient pas attractifs, c'est que peut-être qu'un gamin de 16 ans en apprentissage, qui n'a pas de coupure et qui bosse 15 heures par jour et qui se fait maltraiter parce que le plat, il faut qu'il arrive à table à l'heure où il doit arriver à table, peut-être qu'il y a une petite interrogation à avoir. Voilà. Et c'est pas qu'une question de rému d'ailleurs, parce que sinon, encore une fois, on ferait une démarche paramétrée. Vous voyez, il faudrait paramétrer le sujet en disant il faudrait les payer plus pour qu'ils viennent. Moi, je crois pas. Enfin, bien sûr, il y a peut-être un sujet rému, mais il ne faut pas l'évacuer. Mais néanmoins, ce sujet rému, il doit être consubstantiel d'une réflexion globale sur c'est quoi la promesse que vous faites à des gens qui viennent bosser dans vos secteurs.
Est-ce que c'est l'indépendance? Est-ce que c'est la variété des choses qu'on vit? Est-ce que c'est la joie qu'on a à travailler? Mais à ce moment-là, il faut y mettre de la joie. Il ne faut pas y mettre de la souffrance parce que sinon, ça ne marche pas. Vous voyez, enfin, c'est à mon sens le constat que je fais aujourd'hui. Nous, on est là pour vous aider. On est là avec les instances, parce qu'on a 2 représentants de la CPNE qui sont là. Je pense qu'il y a un sujet de chiffrage, et puis il y a ça, on devrait y arriver, mais il y a aussi un sujet de dire, on va réécrire la promesse. Et on rajoute peut-être aussi un troisième sujet, ce qui me permet de faire le lien avec Stanislas et Sébastien, qui est celui de comment aujourd'hui le dispositif de formation prend en compte les évolutions pour 2024, comment on travaille avec France Compétences notamment, ou avec d'autres instances. Stanislas, Sébastien. Vas-y. Ouais, bah, juste un mot, parce que pour le coup, ce sont mes interlocuteurs au quotidien. Je pense que France Compétences a la même attente que celle que je viens d'exprimer. C'est-à-dire qu'elle a besoin qu'on objective ce qu'on fait. Alors, il y a des petits sujets techniques. C'est-à-dire que France Compétences n'a pas tout à fait compris que quand on fait des formations dans notre secteur, ça ne débouche pas forcément sur un CDI payé, comme diraient mes enfants, What 1000 boules, parce que ça correspond à un niveau Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. Bon, il faut un peu sortir de cette caricature-là, et j'espère qu'on va rentrer dans un nouveau dialogue de gestion avec eux sur le sujet. Parce qu'évidemment, quand on leur dit ils deviennent intermittents, enfin là, ils viennent de nous retoquer un titre de réalisateur parce que c'était un niveau Bac plus 3 et que les gens n'avaient pas trouvé de boulot en CDI à la sortie. Je leur dis, ouais, enfin, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs en CDI dans notre pays, ils deviennent intermittents. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses techniques à régler. Pour autant, il y a des fonds, il y a des moyens qui sont là. Nous, on n'a jamais eu autant, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais on n'a jamais eu autant de sous pour former les gens. Non, mais c'est vrai en plus. Regardez l'apprentissage dans notre pays. On crée 3 milliards de déficit sur l'apprentissage tous les ans chez France Compétences. Et ça, je veux dire, même si les coûts par apprenti pourraient baisser de 5%, comme on l'a dit encore au mois d'avril, il y a quand même aujourd'hui un puits sans fond. Mais là encore, vous vous retrouvez dans le même sujet. C'est qu'est-ce que vous promettez aux apprentis qui vont rentrer chez vous? Et quelle qualité vous promettez aux apprentis? Si vous tombez dans le piège de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire un gamin de 16 ans en cuisine qui se fait flageller toute la journée, qui n'a pas de pause et qui fait du midi 2 heures du matin, ça va pas lui plaire longtemps. Donc il faut que vous promettiez. De toute façon, il y a des choses intrinsèques au métier que vous ne pourrez pas bouger. C'est évident que c'est ça le métier. Mais en même temps, il faut leur rober de choses qui sont d'autres qualités qu'on peut développer quand on est dans ce genre de métier. Stanislas, je veux. Oui, je vais te rentrer dedans un peu quand même. Je dirais, je suis d'accord que la marque employeur, l'attractivité, oui, c'est clair que en ce moment, si on n'est pas séduisant, si on ne tient pas compte du respect vie privée, vie pro, c'est clair qu'on passe au travers. Pour moi, c'est même pas, c'est un postulat. Donc voilà. Après. Oui, on est tombé amoureux de l'apprentissage, c'est top. Moi, dans le groupe, j'en ai 150 quasiment, apprentis. Donc c'est quelque chose que je défends avec conviction, parce que c'est vraiment, je peux dire, pour moi, c'est le meilleur parcours pour entrer dans le métier. Mais de l'autre côté, on encourage les entreprises avec des aides. On leur donne 5 000, 8 000 suivant l'âge de l'apprentissage. Et puis de l'autre côté, on démolit les OF qui n'ont pas, je dirais, pris en compte, je dirais, la tsunami de France Compétences. On ne leur donne pas les moyens de changer leur modèle économique dans un temps imparti. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on a un CFA qui malheureusement va disparaître. France Compétences n'est pas 100% responsable du fait, on se met d'accord, mais on porte une responsabilité qui, à un moment, quand on a un modèle économique qui se construit avec des rentrées d'argent, quand ce modèle est détruit parce qu'en face de vous, vous avez des techniciens de France Compétences qui parlent tableau Excel, quand on parle de granularité, quand on parle de ce qu'on doit faire nous en tant qu'entreprise, je dirais, faut peut-être qu'ils écoutent les OF et qu'ils se mettent aussi à leur place, et que le modèle économique qui demande du temps, quand une entreprise a un système sur lequel un OF c'est une entreprise, elle s'appuie sur un modèle économique, et que ce modèle économique se détruit en 2-3 ans, il faut à un moment laisser le temps. Je ne suis pas contre l'objectif de France Compétences de changer les règles du jeu, pourquoi pas. Maintenant qu'on laisse le temps, parce que là on est en train de
de détruire des OF qui ont pignon sur rue depuis des années. Et on va se retrouver avec pas assez d'apprentis. Moi, j'ai pas pu recruter autant d'apprentis que j'aurais souhaité. Donc, ça va pas nous arranger. Moi, je parle même pas des OF, hein, excuse-moi, je vais t'oublier. Mais je vais juste parler des entreprises qui veulent aujourd'hui recruter des nouveaux talents. On nous dit, oui, on recruter des alternants, ok, mais voilà, l'offre se réduit. On n'a pas pu recruter tout ce qu'on avait envie de faire. Là, on va en avoir encore moins. Donc, je m'inquiète parce qu'on peut parler de l'accueil, du parcours dans le métier, de la bienveillance par les tuteurs. Ça, c'est pour moi de fait. Pour moi, ça fait partie de moi, c'est ce que je défends dans mes équipes parce que à un moment, si on veut attirer les gens, écoutez, il faut être un peu sexy, un peu séduisant. Et je pense que là, on se retrouve, on va dans deux chemins différents. On a les entreprises qui veulent recruter des jeunes talents, et puis on a l'offre qui est en train de diminuer. Sébastien. Oui. Alors, effectivement, le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu tant d'argent et en fait, les centres de formation, on n'en a jamais eu aussi peu. Et donc, il y a un double problème à cette réforme. La première réforme, c'est effectivement le dépôt des certifications au répertoire national des certifications par le biais de France Compétences. Donc, une nouveauté qui nous est arrivée ultra rapidement, c'est-à-dire juste après la réforme, qui met en place tout un tas d'éléments qui sont importants pour nous, puisque effectivement, on sert de tableau Excel, comme le dit Stan. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'emploi stable, s'il n'y a pas de VAE, ça veut dire qu'il n'y a pas de titre. Globalement, tous nos centres de formation en France sont attachés à 3 ou 4 titres. Nous sommes quand même placés sur une niche, c'est-à-dire technicien, régisseur général, direction technique, régie générale. Quand on a sorti ces diplômes-là, en fait, il reste plus grand-chose. Souvent, les centres de formation ont 1, 2 titres, 3 les plus gros, et ça les empêche pas d'être dans la difficulté. Ce qui veut dire que économiquement, aujourd'hui, les titres nous sont délivrés sur le format France Compétences entre 2 à 3 ans. C'est-à-dire qu'entre 2 et 3 ans, vous devez refaire le plein de cohortes de stagiaires qui, à la sortie de la formation, trouvent des emplois stables pour rentrer dans des statistiques, ce qui leur permet de revalider le titre. Autant vous dire que c'est un peu mission impossible. Donc, à court terme, vraiment à court terme, c'est la disparition des titres. Et donc, de fait, la disparition des centres de formation. Et on en est quand même très proche, surtout que ça ajoute à ça la problématique économique de qu'est-ce que c'est qu'un plateau technique pour former des gens aujourd'hui dans les métiers du spectacle. C'est-à-dire combien ça coûte, c'est quoi l'outil, c'est quoi le matériel. Et aujourd'hui, les coûts de formation qui nous sont donnés ne sont absolument pas à la hauteur de l'outil technique qu'on met en place. Et donc, il y a encore une fois tout un écosystème à réinventer. Sauf qu'aujourd'hui, où là je vais rejoindre Stan, c'est que le temps qui nous est imparti est fondamentalement trop court pour qu'on sorte la tête de l'eau et qu'on continue à proposer des formations. Alors, on dresse un portrait un peu noir. Néanmoins, on trouve des solutions, en tout cas on les cherche. Du côté de l'UDFM, je vous ai vu, Philippe, hocher la tête plusieurs fois, donc vous partagez les constats. Quelles solutions vous apportez ? Je dirais que à l'UDFM, nous sommes distributeurs fabricants. Donc la problématique est parfois totalement différente du prestataire de service. Donc il y a l'intégration, il y a le broadcast, il y a la vidéo, il y a la structure, il y a le rigging, il y a beaucoup de domaines d'application différentes. On a besoin effectivement d'avoir un relais prestataire important pour pouvoir développer des solutions techniques et technologiques dans le futur. Je m'explique, et Stan l'a très bien expliqué. Moi, je suis ravi d'avoir un groupe français international maintenant. Parce que si nous, fabricants ou distributeurs, nous sommes capables d'aller leur montrer le bon produit, ce produit va rayonner beaucoup plus vite et il va se développer. Donc il y a pour moi et pour l'UDFM une notion, si vous voulez, de collectivité qui est importante. Au-delà de l'intermittent du spectacle, c'est une globalité.
Nous avons un potentiel énorme, technologique, humain. Et notre problématique, et ça on l'a vu pendant le Covid, je suis allé 2-3 fois au ministère, on était des zombies, des véritables zombies. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Vous êtes intermittent du spectacle? Non, on n'est pas intermittent du spectacle. Donc, moi je pense qu'on est devant une prospective de croissance et de développement très importante. Donc il faut absolument qu'on arrive collectivement à porter notre métier. Et je pense qu'il ne faut pas que ce soit l'IDFM ou que ce soit... Non, tous ensemble. Si on y arrive, ce sera tous ensemble. Et je pense qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus. Nos métiers ne sont pas connus. Nous avons eu 2-3 conférences vidéo au niveau de l'IDFM pour se dire, mais comment on peut ne serait-ce que participer à un salon étudiant? Moi, ma problématique, c'est de trouver des ingénieurs comme maintenant. Un ingénieur, il ne connaît pas mon métier. Notre métier, il ne le connaît pas. Très peu. Ou alors, c'est ceux qui font partie du comité d'étudiants et qui font la fête de fin d'année. Et qui s'intéressent donc à la partie technique. Et on en a tous recruté des gens qui venaient avec cette dimension-là, spectacle. Mais on doit travailler notre image. On doit travailler notre métier collectivement. Moi, c'est le message que je veux vraiment faire passer ici. On n'y arrivera pas tout seul. Stanislas, ça fait partie de ce que vous appelez le plan Marshall. Oui, c'est vrai que je pense que là, on a besoin de faire un plan Marshall pour l'emploi. C'est vrai que je te rejoins sur la notion de filière. On résume la filière entre les organisateurs et les artistes. On oublie qu'il y a des fabricants, il y a des prestataires, il y a des lieux. Et tout ça, c'est une chaîne de valeur. Cette notion de chaîne de valeur, c'est toute cette filière qui est importante. On s'est un petit peu retrouvé avec la crise. Pas toujours, voilà, mais bon, un peu. Voilà. Surtout nous, prestataires et fabricants. C'est clair que il y a des centres de formation qui existent. Il y a par contre une méconnaissance des métiers. Et les gens n'ont pas conscience, je dirais, de la pluralité du spectre de métiers. Pour être un peu dans la caricature, vous jouez d'un instrument de musique, vous chantez dans une chorale, vous êtes sonorisateur. Bon. Vous faites un peu de streaming, vous voulez être réalisateur. Voilà, les deux métiers un peu phares que lorsque vous faites un salon de l'étudiant, on vous réclame à tout va. Voilà. Par contre, les métiers de la lumière, ils n'existent pas, les métiers de la structure, ils n'existent pas, les métiers de l'électricité, ils n'existent pas. Donc, il y a à nous, et là, je te rejoins quand même, Thierry, quand même. Oui. C'est vrai que c'est à nous de porter, on va dire, cette connaissance des métiers qui sont très attractifs. Moi, on recrute toujours des jeunes qui sont toujours aussi passionnés. Donc, le métier est attractif. Par contre, ils découvrent certains métiers. Il faut leur expliquer qu'il y a des métiers qui existent. Notamment, je parlais du métier de la lumière. Les gens, la lumière, c'est pas appuyer sur un interrupteur. C'est un peu plus, ça va un peu plus loin que ça. Et on a ce travail de pédagogie à faire, qui doit se faire au niveau, bien sûr, de toutes les branches professionnelles, sur cette connaissance des métiers qui sont, pour nous, la première porte d'accès aux futurs talents. Donc voilà, ça c'est, je pense, un des points importants. Et puis, je pense que on a besoin, malgré tout, de casser les plafonds de verre et d'aller chercher des gens là où on n'a pas l'habitude d'aller les chercher. D'aller chercher les gens dans le BTP. D'aller chercher des jeunes sans qualification. Notamment, moi, je participe à une initiative qui est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, on prend des gens... franchement, vous ne leur donnez pas un copec. Hein. Voilà. Et je peux vous dire que j'en ai vu 2 hier qui ont fait un parcours de formation il y a 2 ans. Il y en a un qui ne connaissait pas le secteur. Il est rentré dans notre métier. Maintenant, il est responsable électrique chez Duchot et il était chef électricien sur un concert de Vianney. Voilà. C'est possible. Faut juste aussi donner l'opportunité et à des gens comme ça de nous rejoindre. Alors c'est clair que ça demande un peu plus d'accompagnement, l'accompagnement social, l'accompagnement humain, c'est clair. Il faut falloir mettre un peu plus d'énergie pour aller trouver, on va dire, des gens qui ne sont pas dans notre spectre, dans notre périmètre. Une autre initiative, je ne sais pas si c'est l'ordre des choses, il y a un projet, donc je vais venir t'en parler très prochainement, qui est quasiment en finalisation. Il y a une POEC qui va sortir
de 400 heures. On va préciser ce que c'est que la POEC. Oui, c'est vrai, les acronymes, excusez-moi. Préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Où là, il y a une formation un petit peu, on a besoin qui va faire 35 heures de son, 35 heures de lumière, 35 heures de vidéo, 35 heures de structure, avec des formations habilitantes. Donc c'est quelqu'un qui va être opérationnel de suite. Il ne va pas devenir sonorisateur en 35 heures, il ne va pas devenir technicien vidéo, mais on va lui apprendre, on va dire, un minimum de choses, et après, ça va être la porte d'entrée à aller plus loin, à aller, chez Staff pour faire une formation complémentaire. Et c'est une sorte de strapontin pour entrer dans le métier. C'est aussi ça qu'il faut qu'on travaille. Et ces gens-là, vous allez voir, vous allez leur retrouver une motivation colossale parce qu'on fait un métier extraordinaire, on a un secteur d'activité extraordinaire. Je pense qu'il fait rêver et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Sébastien, de votre côté, les solutions, vous les voyez où ? Alors, les solutions pour la formation, Stan en dit un bout. Alors, juste revenir, quand il dit qu'il faut aller chercher les talents où on n'allait peut-être pas les chercher, juste repréciser que la vocation de Staff primaire, c'était de former des gens peu ou pas qualifiés, et que pour les techniciens, ça fait 35 ans qu'on prend des gens qui n'ont pas de niveau et on les amène encore maintenant jusqu'à un niveau bac, des gens qui sont souvent issus d'écoles de la deuxième chance, avec des parcours assez atypiques. Donc nous, on sait faire, on a un accompagnement social avec du personnel qui est formé à ça à l'intérieur de la structure. Donc on va chercher déjà tous ces gens. Moi, je crois vraiment qu'une partie de la solution, elle tient au fait qu'on fasse la promotion de nos métiers pour attirer les gens. Ça ne peut passer que par là. Demain, si on veut compléter nos équipes, il va falloir aller chercher des gens, les emmener en formation. Ça devient de plus en plus technique, de plus en plus pointu. Alors, mettre le pied à l'étrier, il y a plusieurs façons, mais c'est comment on arrive à faire une vraie nomenclature dans nos activités de formation. C'est-à-dire, c'est quoi, quel poste, encore une fois, comment, pourquoi faire. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, chacun, nous, on le rencontre souvent. On fait des entretiens, des gens qui viennent en formation chez nous. On a encore des gens qui viennent, qui nous disent nous, on nous a dit, le directeur technique, il a dit, c'est pas très grave si on se forme pas. Nous, on y est bien arrivé sans. Et en fait, ça, il faudra arriver à tordre le cou aussi à toutes ces choses-là pour expliquer que technologiquement, aujourd'hui, on a effectivement des constructeurs français. Alors, celui qui vend le plus d'enceintes dans le monde, c'est l'Acoustics. Aujourd'hui, personne peut commencer à mettre un système de diffusion à l'acoustique sans avoir une formation. Et il lui faut un niveau de compétence en son qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Et donc ça, il faut vraiment regarder en face et se dire, c'est quoi la spécialisation de tous ces gens ? Parce que non seulement il y a un problème de quantité, mais je crois réellement qu'il y a un vrai problème de compétence. Et la méthode aussi de formation qu'on a aujourd'hui, alors formation continue, pas l'initiale, mais c'est-à-dire celle dans la vie de tous les jours, c'est comment on attire les gens qui sont en CDD intermittents, à faire de la formation et à venir dans ces formations. Parce que le retour de formation par rapport à ce qu'on propose, en fait, c'est un pourcentage infime. Très peu de gens se forment, d'autant plus dans le son. Et Thierry Teboul, avant de passer la parole au public, on a la chance d'avoir une salle pleine. On va avoir 15 minutes de temps d'échange. Comment l'AFDAS, elle va accompagner justement le secteur à se réinventer, à faire la promotion de ses métiers ? Alors 2 pistes et une alerte. Première piste, c'est que nous sommes en train de renégocier, notre convention d'objectifs et de moyens avec l'État, et on va poser sur la table 1,3 million d'euros sur la promotion des métiers. Donc il faut que quand on va faire ça, les prestataires et tout le monde aient toute leur place dans ce travail et qu'on soit capable de trouver les bons mots pour parler et pas ceux que j'ai évoqués tout à l'heure sur vous avez envie de bosser chez nous, venez chez nous. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Hein, c'est une des compétences qu'ont les opérateurs de compétences. On l'avait jamais fait, nous, l'AFDAS. On est un des rares OPCO à pas faire de promotion des métiers, c'est-à-dire aller sur les salons, aller sur les stands, avoir des stands AFDAS où on fait de la promotion. On en a fait il n'y a pas très longtemps, Jeunes d'Avenir, qui s'est vraiment bien passé, où on avait un stand avec le COJO.
il faut qu'on investisse ce champ. On n'y allait pas. Pourquoi ? Parce qu'on avait une certaine pudeur à dire qu'on avait des métiers chez nous qui recrutaient, parce qu'on pensait que les gens venaient naturellement. Là, il faut qu'on fasse le premier pas pour mettre un petit bout de chanson dans tous mes discours. Deuxième chose, je pense qu'il faut éviter de réinventer le fil à couper le beurre et que nous, on a 31 branches adhérentes à l'AFDAS. C'est intéressant de regarder ce que font un peu les autres en ce moment. Je donne 2 exemples rapides. Un dans la publicité. C'était le Graal avant pour un jeune sorti d'une école de commerce de faire son stage chez Havas et Publicis, et même avec des stages de complaisance qui duraient 3 ans, vous savez, ils étaient payés rien, et ils bossaient, ils étaient super contents, ils faisaient des charrettes, c'était formidable, et puis après ils allaient trouver un job parce qu'ils avaient passé 3-4 ans dans ces grandes entreprises de la publicité. Aujourd'hui, ils n'attirent plus personne. Ils vont tous dans des startups et ils n'arrivent plus à attirer des gens. On s'est posé la question sur les métiers créatifs avec eux, et en fait on a créé un dispositif avec un groupe d'insertion qui s'appelle les Déterminés, qui va repérer dans les quartiers prioritaires de la ville des gens qui ont une appétence pour les métiers de la création, que ce soit la musique, le graphe, etc., qu'on a mis dans une préparation opérationnelle à l'emploi pour leur dire, vous savez, vous pourriez... voilà. Et 3, qu'on met dans un diplôme ensuite, parce que le métier, il s'apprend quand même. C'est-à-dire qu'il faut faire gaffe à la promesse de dire on va chercher des gens qui viennent de n'importe où, et de toute façon, vous y arriverez. Non, il faut être exigeant quand même, parce que vos métiers deviennent de plus en plus techniques, et donc il faut qu'il y ait une qualification derrière. Pourquoi on a fait ça aussi ? Parce qu'on a réussi à faire le récit que si la publicité dit le monde, il faut que ceux qui fabriquent la publicité soient aussi issus de ce monde. Et là aussi, vous avez un petit sujet. Regardons-nous. Grande diversité dans cette salle. Il y a un petit sujet à faire venir des gens qui se censurent, qui ne viennent pas dans nos champs aujourd'hui. Et pourtant, les événements que vous fabriquez, ils sont parfois destinés à des gens qui sont issus eux-mêmes de la diversité. Donc il faut essayer de construire aussi un récit sur le sujet et pas passer à côté des vrais sujets. Et dernier point, on va accompagner le financement. Je veux dire que aujourd'hui, pour paraphraser Gabriel Attal, c'est la fin du quoi qu'il en coûte et c'est le début du combien ça coûte, nous a-t-il expliqué. Bon, très bien. Ça veut dire que vous rentrez dans un autre dialogue avec l'État. On n'est plus dans un dialogue de « aidez-nous », on est dans un dialogue de donnant-donnant finalement. Qu'est-ce que vous donnez et qu'est-ce que l'État vous donne en échange ? Peut-être que si l'absence de reconnaissance et de connaissance que vous évoquez finalement, les jeunes ne vous connaissent pas, l'État ne vous reconnaît pas, etc., etc. Peut-être qu'il faut rentrer dans un dialogue de gestion avec l'État sur, finalement, qu'est-ce que je donne, moi, par rapport à vos objectifs, développement de l'apprentissage, développement de l'inclusion dans notre pays, etc., etc. Qu'est-ce que je donne pour que vous m'en donniez ? Et je suis sûr que là, à ce moment-là, on rentre dans une autre forme de relation et on inverse le rapport de force avec l'État. Aujourd'hui, aller demander des sous pour compenser des baisses d'activité, je pense que ce n'est pas les 3-4 ans qui viennent qui vont nous amener sur ce terrain-là. En revanche, dire l'État, vous avez une priorité qui est l'emploi des jeunes pas qualifiés. L'État, vous avez une priorité parce que ce qui est en train de se passer dans les quartiers, c'est une bombe à retardement dans notre pays d'avoir des jeunes qui sont aujourd'hui pas qualifiés, qui n'ont pas de job, etc., etc. Nous, on va œuvrer sur ce terrain-là, mais alors aidez-nous pour le faire. Et là, tu verras, mon cher Stan, que France Compétences va prêter une petite oreille quand même dans cette histoire. Pour l'instant, il n'a pas les éléments qui lui permettent de dire objectivement qu'est-ce que vous offrez et qu'est-ce que je vous donne en échange par rapport à ce que vous offrez. Et ça, on vous y aidera, parce qu'en tant qu'opérateur agréé par l'État, nous, évidemment, je trouve qu'il manque d'ailleurs une personne à côté de moi qui serait l'État, parce que ce qu'on a manqué dans cette table ronde, c'est que c'était très important que l'État entende ce qui se passe aujourd'hui. Alors je vais leur rapporter. Mais c'est important quand même qu'à un moment donné, on ait aussi une forme de Grenelle de quelque chose. Tu parles de plan Marshall, il faut utiliser des grands mots. Le cinéma l'a fait, et du coup, comme par hasard, il y a un plan France 2030 avec 300 millions posés sur la table pour accompagner les choses. Faites votre Grenelle et invitons l'État autour de la table et faisons des choses comme ça. Merci. Maintenant, c'est à vous la parole. On a hâte de vous entendre. Alors, à la fois pour partager avec nous vos avis, vos points de vue sur cette question, et puis évidemment pour solliciter les intervenants. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule ? Dans ce cas, je vais faire circuler le micro. Bonjour, Esther Nissar, je suis régisseuse générale et co-directrice technique d'une salle dans le Grand Est. Merci pour vos interventions. Je pense que ce que j'en retiens, je vais essayer d'être courte parce qu'il n'y a que 15 minutes. Moi, du coup, j'embauche.
j'en suis pas encore à chercher actuellement à embaucher la jeunesse, on va dire. Mais ce que je constate, c'est que chez les intermittentes, il y a déjà une absence de connaissance, et d'ailleurs de ma part aussi, de qu'est-ce qui est pris en charge, notamment par exemple par l'AFDAS. Le côté pratico-pratique. Qu'est-ce qui se passe si on veut faire une formation? On en meurt d'envie, il n'y a pas de souci, mais on commence par quoi? Qui est-ce qu'on va voir? Est-ce que mes frais d'hébergement seront pris en compte? Est-ce que mon transport sera pris en charge? Combien ça me coûtait cette histoire-là? Parce que du coup, c'est pas si simple que ça. Donc ça, ce que je constate, c'est qu'il y a une absence il y a une ignorance à ce niveau-là, et que moi, il va falloir que je regarde un peu plus profondément comment est-ce que je rends ça attractif, parce que moi, j'ai besoin de les embaucher, ces gens-là. Mais j'ai besoin qu'ils soient compétents. Qui dit compétent, donc dit formation. Compétence, dit formation. Mais du coup, il faut qu'ils y voient aussi, comme on dit, midi à leur porte, là, leur intérêt. Ce que je vois aussi, c'est que du coup, moi, en tant qu'employeuse, eh bien, si jamais je dois former mon personnel en fixe, ça veut dire qu'il faut que je l'envoie pendant une semaine quelque part. Ça veut dire qu'il faut que j'embauche un intermittent, une intermittente pour remplacer son temps d'absence. Et il faut pouvoir justifier ça auprès de l'employeur aussi. Est-ce que oui ou non, l'AFDAS ou autre propose éventuellement une contrepartie, merci, pour que ce ne soit pas aussi coûteux finalement d'envoyer son technicien ou sa technicienne ailleurs. Du coup, souvent, effectivement, vous l'avez dit, de plus en plus les régions proposent des formations, donc c'est tant mieux, mais ça reste encore, par exemple, moi, dans le Grand Est, je suis à Cernay, et j'ai une proposition de formation à Strasbourg ou à Metz. On parle de 3 heures de train et du coup de l'hébergement, 3 heures de train ou 1h30 de train, enfin voilà. On va laisser répondre Sébastien et Thierry. Juste sur l'AFDAS, l'AFDAS ne peut pas tout. L'AFDAS finance des actions de formation, donc déjà la compensation, c'est pas possible. Être plus clair sur ce que vous pouvez. C'est marqué. Alors vous allez sur notre site, normalement c'est très bien marqué ce que vous pouvez. Et 2, vous pouvez appeler votre conseiller sur place, il va venir vous voir et il va vous expliquer tout ça. Je vous promets, s'il ne le fait pas, il aura à faire. Non, parce que la qualité du management, quand même, c'est d'être bienveillant. Non, mais quand même, il faut qu'il le fasse. Deuxième chose, vous posez une vraie question qui renvoie à la Gardère. Si la formation vient pas, si vous ne pouvez pas aller à la formation, il faut que la formation vienne à vous quand même. Et là, il y a un gros sujet avec les organismes de formation. Ça va me permettre de passer le micro. C'est comment aujourd'hui, avec des sujets qui sont des sujets de compagnonnage finalement dans vos métiers aussi, on arrive à faire venir le formateur dans l'entreprise. Honnêtement, c'est un gros défi demain de faire. Et il y a des dispositifs qu'on finance là-dessus. L'action de formation en situation de travail, ça existe. Donc il faut peut-être que côté OF, il y ait aussi un peu d'innovation pédagogique et qu'on arrête de reproduire des modèles qui parfois envoient, Stan l'a dit, des organismes de formation dans le mur. Hein. Quand on réinterroge pas en permanence son modèle, on peut avoir ce genre de problème. Il y a des besoins. Il y a une offre, il y a des compétences et on n'y arrive pas. Peut-être que c'est le moment de se poser la question aussi de pourquoi. Alors, pourquoi? Alors, déjà, pour aller dans le sens de Thierry, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir gravité dans plein de métiers, l'AFDAS reste le moyen le plus simple pour faire de la formation en France. Réellement, et pour le coup, moi je suis passé par l'intermittence, je me suis servi de mes droits AFDAS. Si vous voulez trouver une formation et la simplicité d'engager une formation avec l'AFDAS, en tout cas pour l'intermittence, après pour la version salarié permanent, c'est peut-être autre chose. En tout cas, c'est très facile, vraiment très facile. Et il y a quand même, si vous avez des droits, très peu de chances que vous fassiez refuser la formation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point où je peux intervenir, effectivement, c'est sur la modalité de la formation. Effectivement, il faut chercher son OF. Et effectivement, il faut travailler avec son OF. Et pas spécialement nous. Il y en a d'autres dans la salle, il me semble, j'ai vu Florence qui s'était assise tout à l'heure. Où en fait, déjà depuis un moment, on fait ce travail-là, d'aller dans les entreprises. On se déplace parce qu'on sait aussi toute cette difficulté à séparer d'un salarié pendant une semaine, à fragmenter la formation, sauf qu'on est sur des modèles économiques qu'il faut travailler ensemble parce qu'effectivement, si c'est un candidat, en fait, ça va être hors de prix. Donc c'est comment on arrive à regrouper. On a déjà inventé des choses. En revanche, il y a des choses qu'on abandonne parce que du coup, il y a aussi ce réseau d'entreprises qu'il faut qui
fassent l'effort de dire peut-être on se concentre entre 3-4 théâtres, 5-6 théâtres, et voilà, on veut construire cette formation. On a à cette période-là des trous. Comment on arrive à le construire sur 1 ou 2 jours, et vous revenez dans 1 ou 2 jours, et on déplace qu'une personne au lieu d'en déplacer 10. Voilà, il y a aussi tout ça, et ça, je pense que, en tout cas, les centres de formation que moi je connais en France sont absolument pas contre réaliser ce genre de formation et vous accompagner là-dessus. Vraiment. Il y a une autre question là-bas. C'est peut-être moins une question qu'un certain nombre de réflexions. Déjà, enfin, la question que posait Madame, voilà, parce qu'on a beaucoup parlé de formation initiale. Pardon, on vous laisse vous présenter, monsieur. Moi, je suis Patrice Massé et je suis le secrétaire général du SAMTAC CGT. Donc, le SAMTAC étant le syndicat des techniciens et personnels administratifs du spectacle vivant. Alors, déjà, une première réflexion, c'est qu'effectivement, on a entendu beaucoup parler de formation initiale. Madame a abordé le sujet avec la formation continue. C'est pas tout à fait le même mode et le même moyen. Et qu'effectivement, normalement, on a un plan de formation de branche. Toutes les branches doivent avoir un plan de formation. Mais il y a aussi la particularité que dans nos secteurs où il y a beaucoup de petites entreprises, normalement, toutes les entreprises ont un plan de formation propre pour former leurs propres salariés. Alors, la particularité, c'est comme on a beaucoup d'entreprises de moins de 10 salariés, le plan de formation de l'entreprise est forcément pas grand-chose. Et que c'est un peu compliqué. Mais j'entends effectivement, il y a des moyens, et il faudrait, ce que j'entends de Sébastien, le moyen, c'est de se regrouper pour être plus efficace, pour pouvoir faire évoluer, moi qui ai été toute ma vie permanent, faire un stage de formation aux frais de mon employeur, c'était un peu compliqué. Donc la solution est certainement celle-là, de former, parce qu'il n'y a quand même pas encore que des intermittents dans nos métiers, il y a quand même encore quelques permanents, heureusement. Si on veut faire de l'apprentissage et être tuteur, c'est mieux que ce soit un permanent qui le fasse, c'est quand même plus facile à organiser. Donc moi je pense qu'on a un problème et la loi ne nous a pas facilité les affaires sur la formation continue dans nos entreprises. Après, alors là, dans le genre on va égratigner aussi, cette conférence-là est intitulée effectivement « Spectacle vivant et événementiel ». Donc pour l'événementiel, pas de problème, Stan fait le boulot, mais en spectacle vivant, avec... j'ai pas entendu grand monde prendre la parole jusqu'à maintenant, au niveau, en tout cas, de nos organisations professionnelles et de ce qu'ils en pensent, de notre attractivité du métier, où j'ai entendu effectivement Thierry Teboul il y a des problèmes de salaire, c'est clair. Il n'y a pas que la convention collective et les entreprises certaines. C'est dans nos métiers, on a des problèmes de salaire. Les conventions collectives, c'est au moins pour une, il y a 2 niveaux sur 8 qui sont en dessous le SMIC. On peut quand même pas dire que c'est très reluisant. On n'attire pas. Et puis il y a effectivement, il faut qu'on sache se vendre. Ce que c'est que nos métiers, comment on travaille, et d'expliquer pourquoi effectivement on a un certain nombre de contraintes avec des salaires minables, qu'on travaille le samedi, on travaille le soir, on a des plannings et là-dessus il faut qu'on fasse des formations de mise en forme de planning, parce que dire à des gens effectivement. Grosso modo, le matin pour l'après-midi, on va changer ton planning, tu vas travailler le soir, c'est pas prévu, excuse-moi, mais on travaille dans le spectacle quand même, c'est vachement valorisant. Il faut qu'on arrive à faire passer autre chose que ça, parce que ces contraintes-là, effectivement, c'est où on y va par passion. L'argent ne comprend ça pas tout. Donc c'est pas parce qu'on va payer des gens qu'on va arriver à... C'est tout cela effectivement qu'il faut qu'on arrive à vendre pour faire évoluer nos métiers, et qu'il n'y a pas que le côté artiste, il n'y a pas que le côté ça brille et je vais faire de la lumière et du son. Il y a tous les métiers de l'administration sur lesquels il faut qu'on se pense aussi, sur les chargés de prod, chargés de diff, comment on travaille et comment on forme ces gens-là aussi, en initial et en continu. Je sais, j'étais un peu long. Oui, pour qu'on puisse avoir 2 autres questions. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rebondir Personnellement, et au nom de l'ensemble des adhérents de notre union des fabricants,
Chez moi, il n'y a personne au SMIC, hein, monsieur. Je ne sais pas. L'attractivité de nos métiers, c'est des niveaux supérieurs. Donc, après, je ne vais pas m'immiscer dans le détail, mais franchement, il y a matière. Il y a vraiment matière à gagner sa vie dans nos métiers. Tout à fait. Moi, je m'inscris en faux. Enfin, je m'inscris pas. Je peux comprendre ce que vous dites. Mais moi, je peux vous donner des exemples de salaires qui ne sont pas des salaires au SMIC et qui ne sont pas des salaires à 2 000 €. C'est des salaires à 3 000, 4 000, 5 000 €. À l'UDFM, vous trouvez ça? Il y a une question ici. Bonjour, Vincent Bouchou, gérant d'une PME sur le Bordelais. Alors, moi, je vais rebondir à ce que j'ai entendu. Déjà, je tiens à remercier l'AFDES parce que nous, on a un service sur la région bordelaise qui est très bon. Alors, il est très bon parce qu'il faut aller chercher l'information. Ça, je vous rejoins. Mais les interlocuteurs que l'on a et les échanges que l'on a sont bons. Et surtout, en tant qu'employeur, on comprend enfin, au moins sur une des cotisations nombreuses que l'on paye, à quoi est-ce qu'elles servent. Parce que quand on voit le coût de formation que l'on engage sur un jeune, notamment apprenti, ou sur des formations continues, quand on voit le coût que ça nous coûterait et le coût que ça nous coûte par rapport à la subvention que l'on vous donne, ou la cotisation que l'on vous donne, ben, on est très largement gagnant. Donc pour ça, je vous remercie. Je fais le lien aussi avec les organismes de formation qui sont là aussi et qui font le métier. Là où moi, je veux juste alerter sur ce que j'ai entendu, bah, c'est sur les groupes aujourd'hui, ceux qui portent nos métiers. La plupart de cette assemblée, on est nombreux, donc ça veut dire qu'on se pose des questions sur le recrutement et sur la gestion RH. Ce qui va être moteur finalement, c'est vous, c'est les gros, c'est ceux qui vont emmener le wagon, parce que nous, le petit employeur de PME, on n'a pas le temps, on n'a plus l'énergie et on n'a pas les ressources en interne. On n'a pas de DRH, on n'a pas de service administratif, on a du mal à mettre en place nos conventions collectives, on a du mal à mettre en place notre cadre légal. On continue à commercialiser, on continue à faire du terrain et on doit recruter. Et donc toutes ces questions-là, je ne dis pas que vous ne les avez pas, mais je dis que dans la réflexion, et le Covid aura servi à ça, à mon avis, à regrouper. Donc on a vu qu'on pouvait se regrouper, mais dans certaines limites, parce qu'il y a eu des limites de tout ça. Et là, il va falloir que les questions qu'on va se poser, et que vous allez poser, parce que c'est vous qui allez nous les imposer, il va falloir qu'on vous suive, mais il va falloir nous emmener avec vous. Et il ne va pas falloir que ce soit que pour le groupe Magnum Duchaux Novelty, il ne va pas falloir que ce soit que pour les fabricants, il va falloir que ce soit dans une relation, et je ne dis pas que vous le faites, hein, attention, je dis qu'il faut nous prendre en compte. Il faut penser à nous emmener avec vous, parce que ce que vous allez mettre en place, c'est bien, c'est important, c'est essentiel, mais il ne faut pas que ça ne serve que la grosse artillerie. Il faut que nous, les petites mains aussi, et ces petites entreprises qui font les seconds marchés et tout ce secteur-là, il faut qu'on en soit aussi bénéficiaire. Parce que sinon, on ne survivra pas. Une réponse des gros. Alors, et c'est pas péjoratif quand je dis les gros. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Alors, au-delà d'être DRH du groupe Magnum Duchaux, au-delà d'être président de la Commission nationale paritaire emploi formation du spectacle vivant, je suis aussi vice-président du Sympaz. Et je passe, je dirais, plus de la moitié de mon temps en dehors de ma boutique. Non, mais et moi, il n'y a pas de problème. J'ai toujours refusé, entre autres, la présidence du Sympaz parce que j'estime que c'est pas un gros qui doit piloter, et la présidente du Sympaz, c'est une petite entreprise en région. Donc, c'est une petite entreprise en région, bon, enfin, dans le détail. L'ADN de notre secteur d'activité, c'est 90% d'entreprises de moins de 10. Donc on ne peut pas le nier. Je peux représenter une grosse entreprise du secteur, c'est 90%, c'est des entreprises de moins de 10. Chez nous, une voix égale une entreprise. Donc adhérer au Sympaz, je ne sais pas si vous avez adhéré. Bon, bah top, bravo. Participer à tous les travaux, on recherche des relais en province, venez au conseil d'administration, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc au contraire, on cherche des gens motivés qui veulent faire bouger les lignes. Et c'est vrai qu'on tire un peu les locomotives, on porte des sujets, mais les sujets peuvent se décliner en province. Comme on a parlé de regroupement pour les formations, vous pouvez, d'un point de vue local, vous regrouper pour faire des initiatives locales, mais il n'y a aucun sujet. Moi, c'est une dynamique de partage collectif.
je sais pas, je suis au Sympas depuis quasiment 20 ans. Si je croyais pas au collectif, je ne serais pas là. Alors une précision de Thierry et puis après une question là-bas. Juste 2 chiffres. Sur la question de la mutualisation, la cotisation moyenne d'une entreprise à la formation à l'AFDAS, sachant qu'il y a 95% de TPME qui sont cotisantes sur les 73 000 entreprises, c'est 306 €. Le droit d'accès à la formation qu'on vous donne, il est entre 2 000 et 3 000 €. La cotisation moyenne d'un intermittent du spectacle, c'est 80 €. Son droit à la formation est de 5 000 € par an. Je pense que la question de la mutualisation, et dans nos secteurs qui sont des petits secteurs, elle est majeure. Et ce n'est pas l'AFDAS qu'il faut remercier, c'est les partenaires sociaux qui ont signé les accords qui permettent de faire ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Mais je suis content que la marque employeur de l'AFDAS se porte bien. Une question qui sera l'avant-dernière peut-être, si on m'en donne l'autorisation. Oui, merci. Joseph André, je suis directeur technique dans l'Est et je suis membre de Reditech également. J'ai beaucoup aimé toute la discussion qu'il y a eu autour de l'attractivité du métier, de cette nécessité absolue de donner envie, d'expliquer ce que c'était que nos métiers, etc. Et en fait, puisqu'il est question quand même d'amener des bonnes solutions, là c'est un peu l'objectif de cette... Il y a quand même un public qui est extrêmement captif, on l'oublie, mais le public, il est quand même donné. C'est tous les gens qui viennent voir des concerts, qui viennent voir des spectacles, qui viennent voir des manifestations, etc. Est-ce qu'on peut s'interroger sur comment ces gens-là, on leur parle du métier? À part l'artiste qui va remercier à la fin, etc. Est-ce qu'on est présent dans les halls pour montrer comment se fabrique le métier, pour avoir des stands, pour avoir, je sais pas quoi, de la documentation? Ce public-là, il vient tout seul. Il vient tout seul et je fais partie de cette génération où nous, on a envie de faire ce métier parce qu'à un moment donné, on a été à des concerts et on s'est dit, waouh, ça doit être sympa d'être derrière la console, etc. Donc, là, il y a peut-être un vrai plan à creuser, en tout cas, de voir comment on va chercher les gens là où ils sont et on leur montre le métier. Et la deuxième chose, et ça m'a fait penser à cette période un petit peu de Covid où on s'est tous creusé la tête pour inventer de la culture par le petit écran, par l'informatique. Est-ce qu'on donne assez la place dans les reportages sur là aussi ce que c'est que nos métiers? Comment on construit les spectacles? Comment on fabrique un spectacle? Comment on fabrique un événement? Parce qu'il y a eu moult reportages sur évidemment des diffusions de spectacles, des captations, etc. Mais sur l'objet même de comment ça se construit, c'est ça qui est passionnant. Je crois que c'est 2 pistes en tout cas, mais je pense que ça valait le coup en tout cas de les proposer, quoi. Alors, juste moi pour la piste d'aller chercher les spectateurs. En fait, on vient de lancer un protocole nous sur Nantes avec le Zénith, notre ancien président et le directeur technique et on va passer effectivement nos métiers sur les affichages sur le public parce que c'est une des façons où on essaie de faire la promotion en ce moment. Et moi, pour vous suivre, quand je suis arrivé à la DAS en 2013, j'avais une idée qui n'a pas été suivie, mais peut-être que c'est le moment de la ressortir, c'est de faire un bus des festivals dans lequel l'AFDAS mettrait des conseillers appui conseil carrière et qui ferait le tour tout l'été de tous les festivals pour expliquer les métiers. Je pense qu'on est aujourd'hui dans cette logique-là. Attention au piège, parce que les gens qui viennent là, ils ne viennent pas pour ça. Mais par contre, on voit bien que la maison professionnelle au Festival d'Avignon, c'est un endroit où les gens passent, où ils viennent se renseigner. Dans le off d'Avignon, on a mis en place aussi des stands avec de l'appui conseil pour les gens. Je pense qu'il faut qu'on explore cette piste, vous avez raison. Alors, il y a encore des mains qui se lèvent. Mais déjà, on va prendre cette question-là qui sera peut-être la dernière. Est-ce qu'il y a un maître du temps? On peut dépasser. Bonjour, je vais faire très rapide. Je suis Colline Passeron, moi je suis intermittente, je suis régisseuse générale en tournée et pour les régies de production, donc vraiment sur les musiques. Je rebondis, en fait, c'est mon camarade qui m'a incité à prendre la parole. Il faut inclure effectivement dans tous ces dialogues-là les TPME. Il faut aussi ne pas oublier les salariés. Alors ça peut être par le biais d'associations comme Reditech ou d'autres collectifs qui sont en train de voir le jour, dont je fais partie. On est en train de monter un collectif de régisseurs parce qu'on a beaucoup de compétences qui partent et on est effrayé de ça. Et on est effrayé du fait que toute l'urgence là, du post-Covid fait qu'on n'a pas d'accompagnement des juniors sur le terrain et qu'on a des juniors qui commencent à travailler, je vais dire, de travers, entre guillemets, pour répondre à l'urgence. Et je trouve que c'est dangereux parce qu'on va former mal des générations qui vont derrière. Voilà. Donc les salariés sont tout à fait prêts pour discuter de ce genre de choses. Nous, on est très très motivés pour faire entendre nos voix en concertation, pas du tout en contradiction. C'est-à-dire qu'on fait pas une ligue des salariés contre les méchants employeurs. C'est pas du tout ça l'idée. Mettons-nous autour de la table avec plaisir
parce qu'on a beaucoup de choses à dire aussi voilà, de notre côté, et notamment sur, je fais juste un petit aparté, sur nos postes de direction de régie. On a une problématique qui est la problématique de reconnaissance des temps de préparation qui ne font pas partie des salaires. Et là, typiquement, moi, je suis le dernier plan que j'ai fait de régie de production d'accueil d'un groupe étranger sur une date parisienne. La prépa, j'ai fait 30 heures de prépa. J'ai ramené mon salaire au taux horaire, je suis à 8 € brut de l'heure. Donc il y a des gros problèmes là-dessus. Voilà, merci. On va prendre une dernière question. Bonjour, moi je suis Jérôme Paul Hazard du Centre national de la musique, responsable des formations. C'était juste une petite contribution à tout ce que j'ai entendu. Alors évidemment, on est aux journées techniques du spectacle, mais derrière les fabricants, les prestataires, il y a aussi d'autres métiers, notamment les métiers nous qu'on appelle administratifs, donc les entrepreneurs de spectacle, les tourneurs, les managers, et on pourrait aller aussi jusqu'aux artistes bien sûr. Et donc, de notre côté, nous, on forme ces gens-là et on les accompagne. Et on a aussi pour mission d'informer sur ces métiers. Et toutes les problématiques de formation professionnelle, ce sont aussi les mêmes. Il y a beaucoup de similitudes. Il y a aussi beaucoup de petites entreprises. Il y a un manque d'attractivité sur certains métiers. Donc, je pense qu'on pourrait raisonner en termes aussi de filières, puisque aujourd'hui, vous êtes là, mais c'est les mêmes problèmes. Et donc, on peut s'associer. On parle d'aller voir France Compétences. Il vaut mieux aller les voir tous ensemble que chacun de son côté. Merci à tous. On a dépassé de 6 minutes. Merci pour votre présence. Merci aux intervenants. L'instant pub à 14h15, je crois. Il y a une table ronde Reditech sur à quel avenir professionnel rêvent les jeunes. Je pense que les deux tables rondes se répondent l'une l'autre. C'est intéressant. Merci à tous. On a beaucoup parlé collectif, on a beaucoup parlé filière. Nous voilà tous ambassadeurs de nos métiers. Et on reste là pour répondre quelques instants peut-être à vos questions et vous rencontrer. Merci.